Essayez de l'installer maintenant sur Windows. Vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire cet outil représente des vulnérabilités de sécurité qui peuvent menacer la sécurité de vos données. Donc, on vous empêche de l'installer. Point. Désolé, mais les outils qui représentent une menace pour ma sécurité, il y en a des milliers. Et je suis autorisé à les installer tous. Même les outils qui sont connus, qui contiennent des ports dérobés. Et comme par hasard, le seul outil qu'on m'empêche d'installer, c'est celui-là. Bon, maintenant, ils le font avec des outils Adobe, tout simplement parce que Microsoft a signé une convention avec Adobe. Oui, une certaine version, on ne veut pas que l'utilisateur les installe, donc on l'empêche de les installer. Et là, la réponse qu'il fallait donner, c'était par rapport à ça. C'est que vous devez pousser la réflexion plus loin. C'était ça le but de parler de TrueCrypt. Donc voilà un peu le genre de réponse que j'attendais de votre part. Pas me répéter par cœur, voilà, on a appris injection SQL, il y a trois types d'injection SQL. On a appris à faire ceci, comment on appelle ça, du buffer overflow, en retrouvant l'adresse mémoire, en faisant ça, l'adresse de retour, etc. Vous pensez que je vais, en plus, documentation autorisée, je vous ai donné 1 heure pour écrire 6 lignes pour faire du parcourisme. Fallait au moins réfléchir à ça. Pourquoi il nous a donné 1 heure pour écrire 6 lignes? Désolé, mais ce que vous avez écrit, si je voulais ce que vous aviez écrit, je l'aurais fait, je vous aurais donné 10 minutes, pas plus. En 10 minutes, on peut faire du parcourisme. Mais pour faire une réflexion sur ce qui a été fait, il faut du temps. Normalement, rien que cet indice, 6 lignes, 1 heure de temps, vous auriez dû essayer de réfléchir. Pourquoi 1 heure pour 6 lignes? Malheureusement, aucun d'entre vous ne l'a fait. Aucun d'entre vous n'a essayé de voir au-delà de la question. Aucun d'entre vous n'a essayé de réfléchir réellement. Aucun d'entre vous n'a essayé de vraiment de faire une synthèse, d'analyser les choses, d'aller au-delà du parcourisme. C'est dommage. Alors, est-ce qu'on peut continuer notre cours maintenant? Ou bien vous avez des questions? On continue ou vous avez des questions? Là, je ne vous donne pas 1 heure pour répondre. D'accord. Alors, là, je vous donne un choix. Alors, soit on va attaquer la partie forensics, parce que bon, ce qu'il nous reste à faire, c'est un TP, donc quelques manipulations, et ensuite on passe au forensics. Soit on attaque le forensics maintenant, on laisse le TP en présentiel, donc ce qu'on est censé faire comme manipulation. Sinon, on commence les manipulations aujourd'hui, et demain, s'il nous reste du temps, on attaque la partie forensics. Qu'est-ce que vous préférez? Ok, donc on continue le buffer overflow aujourd'hui, et demain, s'il nous reste du temps, on attaque la partie forensics. Ok. Alors, je vois que la majorité préfère le forensics. Ok, on attaque le forensics directement. Donc, je ferme les machines virtuelles. Alors, qui peut me dire déjà ce que signifie pour vous le terme forensics? Investigation, d'accord. Quel type d'investigation? Enquête digitale. D'accord, donc l'investigation numérique, en d'autres termes. D'accord, qu'est-ce qui caractérise cette investigation numérique? Dans quel but est-ce qu'on va la faire? Qu'est-ce qui peut la caractériser? Alors, à la
recherche d'une trace de criminel, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la recherche de traces de criminels? Déjà, quand est-ce qu'on va faire une investigation numérique? Après un incident. D'accord, je préfère le terme incident plutôt que le terme attaque. Parce que, bon, incident, disons que c'est un terme plus générique qui correspond à toute action non souhaitée. Parce qu'effectivement, on peut faire le forensic suite à toute action non souhaitée, et pas forcément suite à une attaque, comme l'a dit votre camarade. Alors, tout à l'heure, vous m'avez donné certaines définitions du forensics. Donc, on va essayer de voir ensemble, est-ce que les définitions que vous avez données sont très correctes? Monsieur, mais c'est fait à des fins juridiques, non? C'est comme... Pas exclusivement, non. Pas exclusivement. Vous allez voir tout à l'heure que vous allez avoir deux types de forensics. Il y a le forensics criminalistique, donc juridique, et il y a un deuxième type qu'on vient. Alors, l'investigation numérique, ou bien ce qu'on appelle forensics, c'est tout simplement la collecte de manière scientifique de preuves de qualité suffisante pour être présentées devant une cour de justice. Alors, là, les termes qui doivent vous heurter directement, c'est la collecte scientifique, preuve, qualité et justice. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du terme scientifique? Scientifique, pourquoi? Parce que ça doit être fait avec des techniques et des méthodes qui sont déjà démontrées, fiables, et pour lesquelles on va démontrer que ces méthodes ne vont pas altérer la donnée. C'est-à-dire que la donnée, telle que je l'ai prélevée, c'est comme ça qu'elle était sur la machine. On vous dit, ils doivent être des preuves, ça veut dire tout simplement, une preuve, c'est quoi? C'est un fait ou bien une trace qui prouve qu'une action a eu lieu. Ils doivent être d'une qualité suffisante, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être altérés, pour être présentés devant une cour de justice. Ça veut dire qu'ils doivent répondre à certaines normes ou à certains standards pour être présentés devant une cour de justice. Alors, maintenant, quand il s'agit de forensics, que les choses soient claires. Hein. Donc là, quand je définis le forensics de manière globale. Maintenant, dans le type de forensics, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de forensics. Il y a d'abord ce qu'on appelle le forensics physique. Quand on parle de forensics physique, on va essayer de chercher tout ce qui est transfert de matière. On va essayer de trouver tout ce qui est empreinte digitale, tout ce qui est trace d'ADN. Quand on parle de transfert de matière, ça veut dire quoi? On va prendre un exemple. Il y a le premier nom qui est devant moi sur mon tableau de bord, c'est Hamadash. Supposons qu'il y a eu un incendie criminel au niveau du département informatique et qu'on soupçonne que Hamadash est à l'origine de cet incendie. Pourquoi? Parce qu'on la soupçonne d'être une pyromane. Alors, il va y avoir tout d'abord les pompiers qui vont faire leur enquête avec le service d'investigation scientifique de la police pour essayer de déterminer les causes de l'incendie. Est-ce que c'est un incendie accidentel ou est-ce que c'est un incendie criminel? Donc, ils vont faire leur enquête. Bon, en Algérie, 90% des enquêtes, c'est une étincelle électrique, malheureusement. Supposons que dans ce cas, ils ont fait un bon travail et ils ont trouvé que l'incendie est d'origine criminelle. Qu'un accélérant a été utilisé pour déclencher cet incendie. L'accélérant en question a été détecté et on soupçonne que Hamadash est à l'origine de l'incendie. Pourquoi? Parce que pour la simple raison qu'un agent de sécurité l'a vu sortir du département à 18h15, 20 minutes avant que l'incendie ne se déclare, et qu'il n'y avait personne d'autre à Paris.
l'enquêteur de la police scientifique qui va faire son enquête, il va la convoquer ou bien il va perquisitionner chez elle. Donc, il va essayer de vérifier s'il y a eu un transfert de matière. Quand on parle de transfert de matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la matière inflammable ou l'accélérant qui a été utilisé, généralement quand elle va le verser, il faut savoir que c'est des produits qui sont très volatiles dans l'air. Volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des produits qui s'évaporent très rapidement et qui vont se coller sur les premières surfaces qu'ils vont trouver. C'est ce qu'on appelle le transfert de matière. Les premières surfaces que va trouver cet accélérant, ça va être quoi? Ça va être les mains de l'incendiaire, ça va être le visage de l'incendiaire, les voies respiratoires de l'incendiaire, ses cheveux et ses vêtements. On va supposer que Hamada, elle est très intelligente, elle a mis des gants. Mais bon, elle n'a pas pensé à ses cheveux. Donc automatiquement, l'agent de la police scientifique va faire un prélèvement sur ses mains, il va faire un prélèvement de cheveux sur ses cheveux, il va faire un prélèvement sur les vêtements qu'il avait mis la veille. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver s'il y a des traces de cet accélérant sur la suspecte. C'est ce qu'on appelle le transfert et la recherche de matière transfert. Maintenant, s'il y a des traces, là, ça va être un début de piste. La suite de l'enquête va avoir lieu. Maintenant, il y a le deuxième type de forensique qui nous intéresse, qui est le forensics numérique. Alors, quand on parle de forensics numérique, on va faire du forensic sur le réseau, on va faire un forensic par rapport au stockage de données, on va faire du forensic sur les petits équipements, ou bien sur les ordinateurs carrément. Alors, on va essayer de voir certains principes qu'il est obligatoire de respecter lorsqu'on fait du forensic. Alors, le premier principe, c'est la préservation de l'intégrité de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous récoltez une preuve, vous n'avez pas le droit de la modifier, vous n'avez pas le droit de l'altérer, et vous ne pouvez rien changer dans la structure même de la preuve, ni rajouter quoi que ce soit. Et vous devez fournir la preuve que l'intégrité a été préservée. Ça, on le verra par la suite. Vous devez maintenir ce qu'on appelle une chaîne de traçabilité. La chaîne de traçabilité, c'est quoi? Ça veut dire que je dois être capable de dire X a prélevé la preuve, Y a transporté la preuve, Z a analysé la preuve a été préservée dans tel coffre, de telle durée à telle durée, etc. Donc, on doit savoir à tout moment par où est passée la preuve et qui l'a manipulée. C'est ce qu'on appelle la traçabilité, la chaîne de traçabilité des preuves. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, il est nécessaire de tout documenter. Alors, généralement, le meilleur moyen, c'est de faire de l'écriture manuscrite. Et généralement, dans les règles de forensics, on vous dit qu'il vaut mieux travailler avec un partenaire si possible. Et si vous avez remarqué, généralement, quand il y a une enquête où la police scientifique va intervenir, ils interviennent toujours par binôme. Et évidemment, il faut suivre des pratiques standards. Donc, tout le travail doit être normalisé et respecter certaines pratiques. Alors, maintenant, quand on fait de l'investigation numérique, il faut savoir qu'il y a certaines phases à respecter. Alors, d'abord, on avait dit qu'il faut préserver la preuve, donc ne pas l'altérer. Mais avant, il faut rechercher les preuves. Donc, généralement, c'est plus compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de rechercher la preuve? Tout simplement parce que les capacités de stockage ont augmenté de manière exponentielle. Donc, vous imaginez chercher une preuve dans un disque dur qui va faire 12 terrains. Allez trouver la preuve. Vous avez remarqué que dans la machine virtuelle que je vous ai donnée, qui ne fait même pas 1 terrain, qui contient 700 gigas, votre première analyse ne vous a permis même pas de détecter 1% de ce que contenait cette machine. Alors, imaginez que si vous êtes censé trouver une preuve, je dis bien une preuve sous forme d'un fichier, dans une machine qui contient un disque dur de plusieurs terrains, et où la personne a utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour protéger et cacher le fichier. Ensuite, dans l'investigation, vous devez reconstruire le fil des événements. Il ne suffit pas de dire « Ah, j'ai la preuve que, par exemple, Fatah, celui qui a piraté tel site. » D'accord? Tu as la preuve qu'il l'a piraté sur quelle base? Tu dois me donner le processus qu'il a utilisé pour pirater. Quelles sont les actions qu'il a accomplies de A
jusqu'à Z, en me donnant l'enchaînement temporel de ces actions et la durée, la date et l'heure de chaque action qu'il a fait. C'est ça le travail de forensics. Maintenant, quand est-ce que le forensics intervient? On avait dit que ça intervient en réponse à des incidents. Donc, avant de faire du forensics, il faut s'assurer déjà qu'il y a eu un incident. On ne va pas directement foncer dans le tas et dire voilà, c'est bon. Non. Souvent, des gens peuvent vous alerter suite à un incident. Quand vous allez intervenir, vous allez découvrir qu'il n'y a même pas eu d'incident. C'était une fausse manipulation ou carrément il n'y a rien eu. C'est l'utilisateur qui a paniqué ou bien c'est un événement système tout à fait ordinaire qui s'est produit. Une fois que vous vous êtes assuré qu'il y a eu un incident, il va falloir procéder à la préservation, à la recherche et à la reconstitution des événements qui ont mené à cet incident. Mais avant de faire ce travail, vous allez avoir besoin... Oui. Comment s'assurer que... Pardon. Comment s'assurer qu'il y a eu un incident? Alors, on y arrive tout de suite. D'accord. Alors, donc, c'est pour cela que des fois, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle une enquête préliminaire pour pouvoir déterminer est-ce que réellement il y a eu un incident ou non. Et généralement, on ne fait pas notre réponse aux incidents, donc on ne fait pas notre forensique tant que les rapports ne sont pas terminés. Et on parle des rapports de l'enquête préliminaire. Alors, comment va se dérouler un processus forensique? Alors, vous allez avoir un appel. Ça veut dire on va vous appeler pour vous dire il y a eu un incident forensique. Un incident plutôt informatique. La première chose que vous devez faire, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un incident ou il n'y a pas eu un incident. Ça, on le verra juste après le Harouni, ne vous inquiétez pas. Si on est sûr qu'il y a eu un incident, on va faire ce qu'on appelle un live analysis. Alors, un live analysis, c'est quoi? Ça veut dire on va faire une analyse sur une machine qui est en cours de fonctionnement. Donc, ça veut dire le PC est allumé, ou bien le téléphone est allumé. On va faire notre analyse sur ce PC ou sur ce téléphone allumé. Ça veut dire on va analyser la RAM, on va analyser le contenu de cette machine en live, donc en direct. Si on juge que la live analyse n'est pas suffisante, parce que généralement un live analyse est une analyse qui doit être rapide dans le temps, qui doit pas altérer déjà le contenu de la machine. Donc il y a plusieurs conditions qu'on verra par la suite. Si on voit que le live analysis n'est pas suffisant, là on doit passer vers le dead analysis. Alors dead analysis c'est quoi? Alors ça veut dire tout simplement que la machine va être arrêtée. Va être arrêtée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais acquérir une image de la machine, donc une copie de la RAM et une copie du disque dur. Il faut vraiment être très précis par rapport à ça. On ne fait pas que, on n'éteint pas la machine. Je dois d'abord capturer sa RAM, faire un vidage de la RAM pour connaître l'état de la machine à l'instant T. Et ensuite, je ferai une copie du disque dur. On verra par la suite comment faire la copie du disque dur, comment faire le vidage de la RAM sans altérer la machine. Parce que si je fais une copie à temps réel, il faut savoir que tout processus de copie d'un disque dur va faire des écritures sur le disque lui-même. Si j'éteins la machine pour... Alors, il y a des gens qui vont vous dire, bon, moi, je vais éteindre la machine, ensuite, je vais faire la copie. Oui, mais le fait d'éteindre la machine, vous allez écrire sur le disque, vous allez modifier l'état des registres, vous allez modifier l'état des connexions. Donc, vous allez altérer la preuve. Donc, la preuve ne sera plus valable parce que vous l'avez éteinte. Donc, une fois qu'on a fait l'acquisition de l'image, c'est là qu'on va faire le dead analysis. Et le dead analysis, on ne le fait jamais sur la preuve en elle-même. On le fait toujours sur des copies de la preuve. Pardon. Parce que la preuve doit toujours être préservée. Bien sûr, et à la fin, il y a toujours un rapport qui a été écrit et des leçons qu'on a apprises suite à notre analyse. Alors, forensics, premier pas. Comment est-ce qu'on va commencer par faire notre forensics? D'abord, on avait vu dans la diapo précédente que la première phase consistait
à faire un live analysis si on a décidé qu'il y a eu un incident. Donc, au préalable, déjà, on doit se préparer, on doit savoir s'il y a eu un incident. Donc, se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on doit disposer d'un kit de forensics avec un ensemble total d'outils. Alors, le kit de forensics, c'est quoi? Donc, déjà, on doit avoir un kit en version 32 bits et un kit en version 64 bits. Idéalement, généralement, le kit, on va l'avoir soit en version CD-ROM, soit en USB, pour pouvoir booter avec à partir de la machine. Donc, ça va être un ensemble d'outils qu'on va avoir. Bon, vu cette année, on ne pourra pas le construire, l'ensemble des outils en sortie tout au long du cours. Donc, on va en parler brièvement. Donc, l'ensemble des outils, ça va être quoi? Ça va être tout simplement des distributions spécifiques contenant des outils spécifiques qui vont nous permettre de faire notre analyse. Alors, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle du matériel, donc du hardware qu'on doit avoir. Alors, le hardware qu'on va avoir, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des bloqueurs d'écriture, des disques durs, idéalement des 3.0, et un laptop pour faire notre analyse. Et évidemment, un bloc-notes pour pouvoir écrire. Ben, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit qu'il vaut mieux faire prendre des notes manuscrites. Pourquoi, monsieur? Ben, comment vous allez prendre des notes? Imaginez, vous êtes sur la scène d'un crime. Vous pensez avoir le temps de sortir votre laptop et commencer à écrire. Le meilleur moyen... Mais là... Pardon, Andrea? Mais là, on a un autre laptop, il est sous la main. Oui, mais votre laptop sera utilisé pour faire votre forensics. Donc, il est forcément connecté déjà à une machine. Donc, il est en train de travailler. Et avant d'utiliser votre laptop, il y a une phase préalable. On va la voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la phase d'observation. Alors, avant de passer à la diapo suivante, rappelez-vous, vous vous rappelez le principe qu'on a arrêté en début d'année. Si vous ne posez pas de questions, je pose toutes les questions que je veux. Alors, vu que vous êtes trop fort, vous n'avez pas posé la question, moi je me permets de vous poser une question, si ça ne vous dérange pas, c'est quoi un bloqueur d'écriture? Vous ne m'avez rien posé comme question, donc c'est moi qui la pose. Alors, Google Sequence Radix. Merci Google. D'accord. Alors, dites merci à Google. Alors, un bloqueur d'écriture, c'est quoi? Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous manipulez un disque dur, même si c'est pour lire à partir du disque dur, il va y avoir des écritures sur le disque dur. Un bloc, donc un contrôleur de disque forensics, ou bien ce qu'on appelle write blockers, le bloqueur d'écriture, est tout simplement un contrôleur de disque, donc une petite carte, avec d'un côté un connecteur où vous connectez le disque, de l'autre côté un connecteur USB, qui va vous permettre tout simplement de bloquer l'écriture sur le disque de manière matérielle. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer vos données sans écrire un seul bit sur le disque et sans risquer d'endommager aucun secteur de ce disque dur. Alors, il faut savoir que pour la station de travail forensique, généralement, on vous recommande d'avoir au moins 8 Go de RAM, idéalement avec des bus, des ports USB 3.0, un port réseau filaire disponible et une distribution Linux 64 bits. Donc là, vous pouvez avoir une distribution spécialisée telle que Swift. Donc elle est disponible en deux versions, version payante et version libre.
Ubuntu, ou bien une distribution que vous aimez bien. Bon, la distribution site, vous pouvez la télécharger sur ce lien, il n'y a aucun problème. Personnellement, pour ma part, je n'ai jamais aimé utiliser les distributions spécialisées, et c'est là pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'ils fonctionnent de la même manière que n'importe quelle distribution live. Donc, ça va vous donner des performances en dessous des performances optimales. Pourquoi? Parce que la plupart de ces distributions vont disposer de leurs propres skins et de leurs propres thèmes. Donc, ils vont avoir leur propre surcouche. Et cette surcouche, qu'est-ce qu'elle va faire? Non seulement il va ralentir le système, et sachant qu'en Forensics, vous allez avoir besoin du système à pleine capacité, mais en plus, elles ont l'inconvénient de verrouiller certains outils que vous allez souhaiter utiliser. Pourquoi ils verrouillent ces outils? Parce que chaque distribution, ça vous le verrez par la suite, notamment pour les opérations que vous allez faire sur les disques durs et autres, il y a ce qu'on appelle des méthodes propriétaires. Il y a des méthodes libres. Donc, chaque fournisseur de distribution va favoriser les méthodes propriétaires dont il dispose lui, au détriment des autres méthodes. Donc, même si vous voulez utiliser une méthode propriétaire de quelqu'un d'autre, la distribution ne va pas vous laisser le faire. Tout simplement parce qu'elle est verrouillée avec un certain nombre d'outils et un certain nombre de méthodes de travail et ne vous permettra pas d'utiliser des méthodes soit open ou bien des méthodes utilisées par d'autres distributions. Monsieur, pourquoi elle est recommandée alors pour le Forensics? Alors, pourquoi c'est recommandé pour le Forensics? Tout simplement parce que non seulement ils ont un support, ils ont un suivi, et généralement, les gens qui travaillent dans certains départements de police à travers le monde, ils ont ce qu'on appelle des contrats de support. Alors, les contrats de support, qu'est-ce qu'ils leur permettent de faire? Ils leur permettent déjà de bénéficier des dernières mises à jour, que ce soit en termes de sécurité ou bien en termes de fonctionnalité. Et ils leur permettent aussi d'avoir ce qu'on appelle une extensibilité d'opérations de calcul et de traitement. Ça veut dire si moi, on va prendre un exemple très simple. Moi, je travaille dans un département de police, disons, à un pays X. J'utilise une certaine distribution et j'ai un contrat de support. Je suis devant un problème où je suis amené à déchiffrer un disque dur et je n'ai pas les capacités de calcul nécessaires. Mon contrat de support me permet d'utiliser les capacités de calcul du fournisseur de la solution pour pouvoir déchiffrer. Voilà pourquoi, généralement, certains départements forensiques préfèrent ces distributions pour pouvoir bénéficier de ces extensions sans devoir être amené à investir des sommes faramineuses. Maintenant, ça pose certains problèmes législatifs et réglementaires dans certains pays. On va vous dire, oui, la preuve a été exportée en dehors du territoire, donc la preuve n'est plus valable. Qu'est-ce qui nous garantit que leur processus respecte les règles liées au forensics, etc. La chaîne de traçabilité a été rompue, etc. Généralement, les Américains peuvent se le permettre, que ce soit au niveau des différents départements de police dans les différents États, voire même au niveau du FBI, pour la simple raison que c'est des entreprises américaines, donc qui sont liées par des accords gouvernementaux et qui sont sous le contrôle du gouvernement fédéral directement. Si je prends le cas des Allemands, ils sont autorisés à le faire avec 2 entreprises allemandes, etc. Ah, d'accord, merci. Alors, si on va voir comment démarrer cette investigation numérique. Donc, le schéma, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, on avait dit, il y a un appel. On doit savoir d'abord est-ce qu'il y a eu un incident. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir s'il y a eu un incident? Alors, qui peut me dire comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu un incident? Bon, Jihan, pas vous parce que vous avez déjà posé la question. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est ouvrir un dossier. Ça doit être votre premier réflexe. Ce qu'on appelle un case file. Donc, ouvrir un dossier, ça veut dire qu'on va ouvrir un numéro d'affaires ou de dossier. Alors, il faut savoir d'abord une chose. Quand on parle de forensics, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes policier ou bien OPJ, officier de la police judiciaire. Donc, je vous ai déjà expliqué l'année passée qu'un OPJ n'est pas forcément policier. Ça peut être un policier, ça peut être un gendarme, ça peut être un agent du renseignement, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un service d'investigation militaire ou autre. Donc ça, à demain, ils sont de côté. Maintenant, le forensics aussi peut être fait à des fins non judiciaires, mais il doit respecter le même protocole judiciaire. Quand est-ce qu'on fait un forensics à des fins non judiciaires?
On peut avoir le cas, par exemple, d'une entreprise qui s'est fait pirater ou bien qui a eu un incident de sécurité. Elle ne veut pas porter plainte, mais elle veut savoir comment est-ce qu'elle s'est fait attaquer, par quels moyens, quelle est la vulnérabilité qui a été utilisée. Un simple audit peut ne pas mener à des résultats. L'audit, pourquoi est-ce qu'il ne va pas mener à des résultats? Parce que l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attaquer, de trouver des vulnérabilités, essayer de les exploiter. Or, l'entreprise n'est pas intéressée quand ils disent, voilà, on peut vous attaquer de telle manière. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment celui qui l'a attaqué, comment il a fait. Pour savoir comment il a fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir analyser la machine qui a été attaquée, analyser sa mémoire, analyser ses entrées-sorties, analyser les fichiers infectés, remonter la trace jusqu'à arriver à la source de l'attaque. Et là, quand on fait ce type d'investigation, là, vous allez avoir des sociétés qui sont spécialisées dans l'investigation numérique qui vont le faire. Contre, bien sûr, rémunération. Alors, dans cette société, ou bien le chargé de l'investigation numérique doit d'abord s'assurer qu'il y a eu réellement un incident. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va ouvrir son numéro de dossier. Ensuite, il faut parler aux utilisateurs. Pourquoi est-ce que vous nous avez appelé? Donc, ils vont vous dire, on vous a appelé pour telle ou telle raison, parce qu'on a constaté telle ou telle chose. Ensuite, on va leur dire, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème? Parce qu'eux, ils vont vous dire, voilà, parce qu'il y a eu un problème sur nos serveurs, etc. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu un problème? Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît du système de la victime potentielle? Est-ce que c'est une utilisation normale qui s'est faite? Quelles sont les origines? Est-ce qu'il y a eu une réparation récente? Peut-être qu'il y a eu une réparation récente qui a été mal faite. Et c'est elle qui a causé l'incident qu'on est en train de voir. D'où vient le problème? Essayez en discutant avec les victimes, la victime potentielle ou bien avec les administrateurs ou autres, de savoir d'où vient réellement le problème, quelles sont les manipulations qu'ils ont faites. Peut-être qu'il y a eu un administrateur qui a lancé un processus qui a causé ce problème. Donc déjà, savoir pourquoi ils nous ont appelés, pourquoi ils pensent qu'il y a eu un problème, et essayer d'analyser et d'étudier déjà le système de cette victime potentielle. Parce que là, on reste dans le stade où on parle de victime potentielle. Je peux vous citer un cas, un organisme X qui lance une alerte. Vous vous déplacez, on vous dit, voilà, il y a eu un incident majeur. Posez la question, c'est quoi l'incident? On va vous dire, voilà, tous nos données ont disparu. Ah, tous nos données ont disparu. Qu'est-ce que vous entendez par... Alors, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'était de dire, qu'est-ce que vous entendez par vos données ont disparu? Et là, on vous répond noir sur blanc. J'avais mes données sur mon disque. Je rentre, il n'y a plus de données. Est-ce que c'est arrivé uniquement sur votre machine ou c'est arrivé sur plusieurs machines? Ensuite, ils vous disent, non, c'est arrivé sur toutes les machines de l'entreprise. Toutes les machines, sans exception. Et les serveurs? Ah non, les serveurs, ils sont intacts. D'accord? Est-ce que c'est arrivé sur toutes les machines sans exception? Ils vont me dire non. Telle et telle machine. On s'adresse aux administrateurs, d'accord? La question, c'était pas pourquoi c'est arrivé, c'était de leur dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces machines. Là, la réponse était très simple pour eux. Ces machines-là appartiennent au même groupe d'utilisateurs. On leur pose la question, qu'est-ce que vous entendez par groupe d'utilisateurs? On va vous dire, on nous répond, ils appartiennent à la même unité organisationnelle dans Active Directory. Là, déjà, il y a une puce qui cloche il y a un problème qui cloche. Ah, ils sont dans la même unité organisationnelle, donc ça veut dire qu'il y a un processus qui s'est exécuté exclusivement sur cette unité organisationnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a ciblé toute l'entreprise. Il a ciblé uniquement cette unité organisationnelle. On leur pose une question, qu'est-ce qu'il a de particulier cette unité d'organisationnelle? Ils nous disent, voilà, c'est une unité d'organisationnelle, elle fait tel et tel traitement. Donc, on est obligé d'utiliser un processus de sauvegarde et de restauration qui se fait, etc. Bon, bref, sans rentrer trop dans le détail, il s'est avéré que pour cette unité organisationnelle, ce qu'il faisait, il faisait chaque jour une sauvegarde des données. Et ils utilisaient ce qu'on appelle un système de sauvegarde différentiel au niveau d'un serveur de sauvegarde. Or, apparemment, lorsqu'ils ont fait leur processus de sauvegarde,
Comment est-ce qu'ils le font? On a fait une interview à l'administrateur du serveur de sauvegarde. Donc, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, on fait les sauvegardes. Donc, c'est une copie qui est faite, qui va vers le serveur. Donc, il y a un chiffrement qui se fait en cours de route avant la transmission de l'information. L'information est déchiffrée sur le serveur. Et périodiquement, on fait ce qu'on appelle une opération de nettoyage sur les machines des clients, de l'unité organisationnelle. Première question, c'est quoi un processus de nettoyage? Donc, périodiquement, quand on récupère les données, on fait un tri sur les données et on supprime les données qui ont une date supérieure à X+, pour que le poste client ne puisse pas garder à son niveau des données qui ont une durée supérieure à telle par mesure de sécurité. OK, d'accord. Est-ce qu'on peut voir la dernière opération de sauvegarde? Effectivement, la dernière opération de sauvegarde s'est faite la nuit. On essaye de voir, est-ce qu'on peut ouvrir le journal d'événements dans le serveur de sauvegarde? Oui, on l'a ouvert et qu'est-ce qu'on remarque? Tout simplement, il y avait une alerte rouge au niveau du tableau de bord qui disait coupure d'électricité sur le serveur, opération interrompue au milieu. Et comme par hasard, l'opération s'est interrompue à quel moment? Quand ils ont récupéré les données, le serveur a récupéré les données, au moment de faire le tri, il y a une coupure de courant, apparemment. On va savoir est-ce que le renduleur n'a pas fonctionné, ou bien la coupure a duré très longtemps, ou il a dû leur face de la batterie. Là, on n'est pas rentré dans ce détail. Donc, le serveur a récupéré la donnée. Il n'a pas eu le temps de faire le tri et de restaurer vers la donnée qui devait être restaurée vers les postes clients. Donc, l'action a été interrompue, le serveur s'est arrêté. Quand il a redémarré, il n'a pas repris là où il devait reprendre, à cause d'une erreur qui figurait dans le script qui a été mis en place par l'administrateur. Donc là, il n'y avait même pas d'incident finalement. C'était tout simplement une erreur qui s'est faite en interne. Donc, il y a eu un rapport qui a été fait pour expliquer aux commanditaires de l'analyse forensique qu'il n'y a pas eu d'incident de sécurité. C'était tout simplement un incident fonctionnel. On lui a expliqué dans le rapport les conditions de l'incident, pourquoi est-ce qu'il s'est produit, comment il s'est produit, quelles étaient les conséquences. Ensuite, c'est à eux de voir, est-ce qu'ils veulent changer de méthode, est-ce qu'ils veulent améliorer les choses, est-ce qu'ils veulent des recommandations ou autres. Parce que celui qui fait du forensic, ce n'est pas comme l'auditeur. Son rôle n'est pas de recommander des mesures de sécurité ou autres. Son rôle, c'est de déduire les faits. Voilà ce qui s'est passé, avec la preuve de ce qui s'est passé, et voilà comment c'est arrivé. Ça s'arrête là. Ensuite, le reste, c'est le problème de l'organisme X, de traiter son problème comme il veut, de sanctionner qui il veut. Éventuellement, on aurait pu identifier les responsabilités s'il y avait erreur humaine. Malheureusement, dans ce cas de figure, sur le plan informatique, il n'y avait pas d'erreur humaine. La seule erreur qui se trouvait, c'était sur le plan énergétique. Et là, c'était out of competence, donc en dehors de notre juridiction en quelque sorte, ou bien de notre champ de compétences. Pourquoi il y a eu un problème énergétique, pourquoi est-ce que le groupe électrogène ne s'est pas déclenché ou autre. Ce n'était pas si vous voulez, dans le cadre de la mission pour laquelle on y était, donc on ne s'intéressait pas à la question. Est-ce que c'est clair un peu comment... Alors, tout ce qui a été fait là, ce n'est pas une enquête forensique. C'est tout simplement la détermination, est-ce qu'il y a eu incident ou il n'y a pas eu incident. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment est-ce qu'on arrive à déterminer s'il y a eu un incident ou non? Oui, monsieur. Ok, parfait. Alors, éventuellement, durant tout ce travail, quand on posait des questions et autres, il y a eu ce qu'on appelle de prise de notes. Donc, la prise de notes se fait sur un carnet. Vous notez tout ce que disent les utilisateurs, tout ce que vous avez su sur le système qui est sujet, à vrai dire, de votre analyse, tout ce que vous envisagez. Vous pouvez même envisager de prendre des photos du système si l'écran était allumé. Là, on parle de prendre des photos dans le cas où il y a eu un incident. Et c'est à ce moment-là, une fois que vous avez pris toutes vos photos, que vous avez pris toutes vos notes, c'est là que vous allez envisager de toucher réellement le système. Alors, il faut savoir que dans le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, à aucun moment nous avons touché les machines victimes. À aucun moment nous avons touché la souris allumée, éteinte. On leur a dit, vous ne touchez pas vos machines, attendez jusqu'à ce qu'on termine. Nous-mêmes, on ne les a pas touchés parce qu'on ne savait pas encore s'il y avait réellement eu un incident ou non. Même au niveau des serveurs, ce n'est pas nous qui avons manipulé.
C'était toujours l'administrateur qui manipulait parce que pour le moment, pour nous, il n'y a pas d'incident. Donc, on ne va pas bloquer le fonctionnement. Monsieur, Oui. les personnes qui disent qui assurent qu'il y avait un incident et les personnes qui investiguent, c'est les mêmes. Ça doit être les mêmes, forcément. Oui, c'est les mêmes personnes. D'accord. C'est la personne chargée de l'investigation. Avant de commencer son investigation, il doit s'assurer. Est-ce qu'il y a eu un incident ou non? Vous imaginez dans ce cas de figure, si on allait directement commencer à analyser les postes clients. Ça n'a pas de sens. Vous allez analyser les postes clients, vous allez chercher des malwares, vous allez analyser la mémoire, vous allez essayer de trouver qui a récupéré la donnée, comment il a été effacé. Mais à la fin, vous allez avoir un rapport dans lequel vous allez dire c'est le serveur qui a pris la donnée. On va de la question qui va se poser, pourquoi le serveur a pris la donnée? Et là, ce sera vraiment de la perte de temps inutile parce que pour arriver à cette information, ça veut dire que vous allez monopoliser les postes, empêcher les utilisateurs de travailler dessus, vous allez les mettre sous scellés. Bon, tout ça, on le verra par la suite, mais ça va être de la perte de temps vraiment inutile. Alors, il faut savoir que l'une des difficultés que nous avons, c'est de trouver les bons binaires. C'est de vérifier le chemin pour pointer vers si vous voulez savoir qui a pointé vers le programme en premier. Donc, généralement, comment dirais-je, sous Windows, on ne peut pas remplacer directement les binaires, contrairement à ce qu'on peut faire sur Linux. Sous Linux, c'est facile de remplacer un binaire. Sous Windows, c'est beaucoup plus compliqué à cause de l'histoire des DLL. Donc, ce qui rend très compliqué la détection des logiciels malveillants qui peuvent très facilement masquer leur présence. Alors, pour les TP, bon, ça on verra par la suite. Monsieur, j'ai pas compris le contexte des binaires ici. C'est vrai que, alors, il faut savoir que l'une des problématiques majeures que nous avons lorsqu'on fait du forensic, c'est d'essayer, alors, le but du forensic, c'est quoi? C'est de déterminer ce qui s'est passé, qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple. J'ai des données qui ont été supprimées. Mon objectif, c'est de savoir qui les a supprimées. Est-ce que c'est un être humain ou bien un processus? Je vais découvrir, par exemple, c'est un processus qui les a supprimés. Quel est le processus qui a enclenché ce processus? Donc, ça veut dire que je dois trouver le bon binaire qui a invoqué ce binaire. Or, pour trouver le chemin qui a pointé vers mon programme en premier, parce que le programme en question, il a dû être invoqué par plusieurs autres programmes. Donc, quel est le premier programme à l'avoir invoqué? Et généralement, pour pouvoir faire ça, un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de remplacer un binaire sain par un binaire malveillant. Or, sous Windows, remplacer un binaire dans sa globalité ne va pas être faisable. Pourquoi? Parce que généralement, les binaires sous Windows vont utiliser des DLL pour leur exécution. Donc, un attaquant, il peut tout simplement modifier une partie de la DLL. Donc, vu de l'extérieur, ça va sembler être une DLL tout à fait ordinaire. Donc, ce qui va rendre, si vous voulez, la remontée et la traçabilité totale comme étant un travail assez laborieux, si vous voulez. Monsieur, par exemple, dans une attaque DDoS, disons, genre, on n'a pas besoin de déterminer le premier, disons, programme qui a déclenché. Alors, une attaque DDoS. Alors, il faut savoir que généralement, ce qui est important dans une attaque DDoS, ce n'est pas le fait de savoir qu'il y a eu l'attaque DDoS. Parce que l'attaque DDoS, c'est simple, vous pouvez la détecter à partir d'un simple pare-feu. Mais c'est de savoir quel était le but derrière cette attaque DDoS. Il faut savoir que dans 95% des cas, toutes les attaques DDoS qui ont lieu à travers la planète cachaient une action malveillante derrière. Donc, c'est vrai que l'attaque DDoS, pour le commun des mortels, c'est une attaque qui vise à saturer un serveur et à empêcher l'accès pour protester, pour faire beaucoup de choses. Mais réellement, on utilise cette saturation et cette, si vous voulez, occupation des ressources pour pouvoir envoyer un processus malveillant derrière qui a d'autres fins.
Ça peut être un processus dormant qui va rester là au niveau du serveur, qui va se réveiller des fois 1 an après, voire 6 mois plus tard. Ça peut être un vol d'informations qui va se faire parallèlement au DDoS parce que là, il va y avoir un flux tellement important vers le serveur que les outils d'analyse vont être carrément submergés, donc désactivés dans certains cas. Donc, quand il y a eu un DDoS, vous allez chercher quels sont les processus qui ont été invoqués. Quel est le premier processus à avoir été invoqué? Qui l'a invoqué? Est-ce que c'est un processus interne ou externe? Quel était le but? Qu'est-ce qu'il a activé? Quelle était la chaîne de processus qui a été invoquée par la suite? Parce que souvent, dans ce type d'attaque, même s'il y a un processus malveillant qui a été lancé sur votre serveur pendant un DDoS, le processus malveillant ne va pas agir directement. Généralement, il va passer par ce qu'on appelle une chaîne d'exécution, dans le but de rendre, si vous voulez, l'analyse et la remontée d'informations la plus complexe possible. D'accord? Oui, d'accord. Alors, généralement, quand vous allez faire votre enquête forensique, votre but, c'est de minimiser d'abord la perturbation du système cible, donc le système que vous êtes en train d'analyser. Vous n'avez le droit de ne rien installer sur le système sujet. Ça, c'est une règle inaliénable. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux fichiers sur le système. Vous ne créez absolument rien. Vous devez minimiser l'empreinte mémoire, ça veut dire la RAM, vous devez essayer de la préserver au maximum dans l'état dans lequel vous l'avez trouvée. Alors, les solutions possibles que vous pouvez avoir, c'est utiliser Netcat, c'est la meilleure des solutions généralement, ou bien essayer de faire une sauvegarde sur un disque USB, c'est une solution beaucoup moins recommandée. Alors, on va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'on peut collecter. Alors, il est 16h15. Non, je préfère qu'on arrête là pour aujourd'hui. Alors, demain, on va faire ensemble le dernier TP qui va traiter de tout ce qui est buffer overflow. Dites-moi, est-ce qu'on a une autre semaine de cours avant les vacances?